Alors, bonsoir et bienvenue à la séance publique du conseil d'administration de la STO. Alors, sans plus tarder, je cède la parole au président du CA, M. Blondin. Merci beaucoup. Alors, bonjour à vous. Alors, je vais mentionner que dans l'occasion de la Semaine nationale d'accessibilité qui débute le 29 mai, la Société de transport et STO, dans le fond, sur l'initiative de notre collègue membre du conseil d'administration, Mme Marie-Pierre Bouladier, on a organisé, elle a proposé l'organisation d'une activité qui a super bien fonctionné, dans le fond, qui était de faire en sorte que les membres du conseil d'administration puissent se joindre à une personne qui utilise le transport adapté pour vivre un peu l'expérience à différents niveaux. Et cette initiative-là a été très appréciée par les membres. Et puis par la suite, on s'est rencontrés ici et on a fait un partage autour de la table des expériences qui avaient été vécues, qui étaient enrichissants pour tout le monde. Alors, c'est un peu un beau projet qui a été fait au niveau dans ce cadre-là. Je vais vous dire que Mme Bouladier, non seulement que c'est un membre très actif au niveau du conseil d'administration, mais c'est une dame qui intervient souvent pour le transport adapté. Et ses interventions sont très appréciées. Elles représentent très bien les gens pour qui elle est ici. Alors, je ne voudrais pas passer à côté de remercier les gens qui ont accepté de participer à ce bel événement. Alors, je vais remercier Mme Pierrette Lahaye, M. Richard Lemieux, Mme Chantal Lebel et ainsi, bien entendu, Mme Marie-Pierre Bouladier et les membres du conseil d'administration qui ont participé à cet événement. Alors, je vais laisser la parole à M. Patrick Lachard pour les détails au niveau de l'administration. Merci. Merci, M. le Président. Comme notre président l'a mentionné, la question de l'accessibilité universelle, c'est un enjeu qui nous préoccupe au premier plan. On voulait absolument le souligner avec les membres du CA pour leur faire vivre l'expérience. Au cours des dernières années, on a investi pour bonifier l'offre au niveau de l'accessibilité universelle. Depuis 2020, par exemple, tous nos autobus sont des autobus planchers surbaissés, donc ils peuvent s'agenouiller, comme on dit. Et on a maintenant 72% de nos autobus qui sont munis d'une rampe d'accès. Une modification qu'on a fait également à partir de 2018 qui a eu un impact assez important au niveau de l'accessibilité universelle, c'était de rendre, avant on fonctionnait avec seulement des lignes accessibles, donc pour permettre l'embarquement avec fauteuil roulant, par exemple. Puis à partir de l'automne 2018, on a permis à ce que les gens puissent embarquer et débarquer à tous les arrêts qui sont identifiés comme étant accessibles, donc qui répondent aux normes d'accessibilité, et lorsqu'il y a un bus qui est également muni d'une rampe. Donc, on parle d'environ 45% de nos arrêts sur le réseau. Et ça a eu un impact majeur. Donc, nous, on répertorie toutes les montées qui se font là où il y a un déploiement de rampes, donc les gens qui ont besoin d'accommodement pour l'accessibilité universelle. Et en 2018, c'est environ 2200 montées qu'il y a eu sur le réseau. Et à partir de 2019, on a enregistré 4400 montées, donc c'était une augmentation de 100%. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on rend le réseau plus accessible, tant par le transport adapté que par les mesures d'accessibilité universelle, ce qu'on permet aux gens, c'est d'avoir plus d'autonomie dans leurs déplacements. Et plus d'autonomie, mais pour les gens, ça veut également dire beaucoup plus de dignité, beaucoup plus d'options. Et c'est vers ça qu'on veut miser. J'en profite aujourd'hui pour relancer l'appel. Je l'ai fait à toutes les séances au niveau du gouvernement. On sait que l'achalandage, en fait, depuis la pandémie, et nous, on était environ un peu moins de 50% de l'achalandage pré-pandémie. Ceci étant dit, c'est important d'avoir des programmes de financement qui sont solides et qui sont stables aussi dans le temps pour permettre de continuer nos efforts de bonification de l'offre de services, tant sur le réseau régulier, mais également pour tout ce qui est de l'accessibilité universelle et le transport adapté. Donc, c'est très important et ça fait une différence. Donc, on voulait profiter de l'occasion pour le souligner aujourd'hui, se concentrer là-dessus pendant notre conseil d'administration. Donc, ça fait le tour pour nous et on est disponible pour répondre aux questions.
te reprendre. Oui, si on a, je te laisse. Alors, j'ouvre officiellement la période des questions. Est-ce que Mme Boutin ou Mme Deschâtelet, vous avez des questions pour M. Blondin ou M. Leclerc? Oui, moi, j'aurais deux questions si je peux commencer, Annie-Rose, pour le droit. En fait, j'aimerais revenir rapidement là, sur les nouvelles dépenses requises pour le tronçon La Brosse-Lorrain. Est-ce que c'est possible peut-être d'avoir plus de détails? Selon mes calculs rapides, là, on parle d'environ 1 094 000 dollars de coûts supplémentaires. Est-ce qu'on parle justement de dépassement de coûts ou si c'était possiblement couvert par une partie du budget pour les imprévus? Est-ce que ça peut avoir un impact également là, sur l'échéancier du projet? Vraiment avoir peut-être un peu plus de détails là, à ce niveau-là. Il n'y a pas de problème. Je vais céder la parole à M. Leclerc. Oui, donc dans le cadre du prolongement du Rapibus, les dépenses là, qui ont été autorisées, en fait, c'est des conditions de chantier. On savait qu'on travaillait dans un milieu particulièrement là, complexe, donc milieu humide. Le projet, on avait prévu là, dans le budget de projet, là, risque et contingence à un niveau de 35 %. Donc, les dépenses qu'on a là, il y a des dépenses là, pour du déblai. Donc, le déblai une plus grande quantité de déblai qui a dû se faire par marteau-piqueur plutôt que par dynamitage. Le déblai par marteau-piqueur, en fait, c'est 5 fois plus cher que par dynamitage. Donc, au niveau du volume total là, qui a été extrait, on est sous les niveaux qui avaient été estimés, mais c'est simplement là, une question de comment on peut excaver, là, puis ensuite de ça, sortir tout ce qu'on a excavé sur le site. Ensuite de ça, il y a eu des modifications de contrat qu'on savait qu'on allait devoir faire. Nous, il faut comprendre que pendant toute la phase de planification du projet, il y a eu de l'évolution au niveau de la réglementation environnementale et il y a eu des changements en cours de conception de projet. Donc, on savait qu'on allait devoir faire des adaptations. Et là, il y a justement une partie de drainage dans la partie un peu plus rurale là, du projet qu'on a dû faire. Et le dernier volet, c'est encore là une condition de chantier au niveau de l'établissement d'un mur de soutènement là, sur une distance d'environ 40 mètres. Donc, ces éléments-là, nous, ça cadre dans le budget. On ne parle pas de dépassement de budget, là, ça rentre dans la contingence. Puis, on s'attendait là, à des conditions semblables là, dans le cadre de tel projet. Puis juste rapidement revenir, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'échéancier ou c'est vraiment, on vise encore l'automne 2023? Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'impact en fait sur l'échéancier. Les travaux ont été réalisés, puis on n'entrevoit pas d'impact sur l'échéancier à ce stade-ci. Parfait. Puis juste une petite question de suivi rapide. En lien avec l'entente avec le Centre des services scolaires au cœur des vallées, si j'ai bien compris, il n'y a vraiment rien de nouveau. On parle seulement du prolongement d'une entente qui était déjà existante. Exactement. En fait, ce qui est la nouveauté, c'est qu'on a une entente de 5 ans, donc qui va débuter au mois d'août 2022 et qui va s'étendre jusqu'à juin 2027. Là. Donc, c'est effectivement, on avait une entente avec le Centre de services scolaires au cœur des vallées, puis on le prolonge pour une période de 5 ans. Parfait, merci. D'autres questions? Oui, Camille Boutin pour Radio-Canada. J'avais deux questions. D'abord, la première concernant l'achat des autobus électriques. Je me demandais, on a dit 2023-2026. À quand est-ce qu'on peut attendre la première livraison des autobus? En fait, on s'attend pour 2023-2024, selon la capacité du manufacturier de nous fournir les autobus, là, de recevoir nos premiers véhicules. OK, excellent. Puis, je vous amène ailleurs complètement. Là, ce soir, il y a la Commission des transports des déplacements durables de Gatineau qui va s'entretenir par rapport au réseau blanc. Il est question des pistes cyclables pendant l'hiver, dont les pistes cyclables tout autour du corridor du Rapibus. Je me demandais, avant de présenter le plan ce soir, avez-vous été consulté par rapport à tout ça? Nous, en fait, on travaille étroitement avec la Ville sur tout ce qui est arrimage, transport actif, transport collectif. Donc, on a participé à des discussions là, dans le passé sur que ce soit le réseau blanc là, ou d'autres projets d'arrimage. Là. Donc, on travaille étroitement là, ensemble, les deux administrations, effectivement. OK, parfait. Ça faisait le tour de mes questions. Merci. Merci. Voilà. Donc, on se retrouve le 30 juin prochain. Merci beaucoup.